Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui avec Willy on est à Nigloland, le parc fête cette année en 2022 ses 35 ans. Et bonjour Antonin, le parc qui avait ouvert ses portes le 1er juin 1987. Pour l'occasion, on vous propose une émission un peu spéciale, on va partir avec Willy aux quatre coins du parc pour parler avec différents interlocuteurs. De tous les acteurs qui font en fait la vie du parc d'attractions, quoi. Willy, on se donne quoi, à peu près 1 heure? 1 heure, on essaye de tenir le timing. Allez, challenge. On y va, go. Alors Patrice Gélis, bonjour, bien le bonjour, Bienvenue. comment ça va bien? Bienvenue au Muséum Carrousel. Voilà, parce que ici, donc Patrice, cofondateur du parc Nigloland avec son frère Philippe, il y a 35 ans. Patrice, c'est ici que tout a commencé, c'est ça? J'ai l'histoire du commencement, puisque mon ancêtre, enfin notre ancêtre, est venu, c'était un artiste itinérant qui faisait du théâtre ambulant. Il arrive en France en 1750. Donc à l'époque, il amusait les populations des villages, les seigneurs dans les châteaux. Et je suis le descendant en ligne directe du plus ancien cirque de France. C'est mon arrière-arrière-grand-père, Villebrod-Caron. Vous voyez, il a fondé le cirque Caron. Donc ça, c'est du côté de ma grand-mère maternelle. Ouais. Il a été fondé en 1838. D'accord. Et depuis, alors, on parlait d'une dynastie qui est née en Italie, c'est ça finalement, à la base? Oui, en Italie, en Allemagne, parce que mon ancêtre, l'épouse qui a initié le cirque Caron, c'était une bavaroise. Donc ça veut dire que 35 ans de Nigloland, mais finalement, il y a quoi? Il y a 2 siècles, 3 siècles derrière, quoi. 250 ans. D'accord, balèze. Il y a un album de famille, c'est ça qui est super bien dans l'Eden Palace, c'est qu'il y a un album de famille justement, et je voudrais juste on a essayé de retracer toutes les grandes époques, donc après le cirque, en se modernisant, on a adapté des techniques modernes. D'ailleurs, nos grands-parents ont présenté le cinéma avant que le cinématographe, avant qu'il soit présenté dans des salons fixes, il a été présenté dans des théâtres ambulants, dans des théâtres forains. C'est pour ça qu'on a une évocation justement. On a un petit peu, voilà, pour... Excellent. Pour tiens, 30 secondes sur la roulotte justement, parce que c'est là que ça a commencé également. Ça c'est la roulotte qui date du temps du cirque, elle date des années 20 à peu près, elle a un peu plus de 100 ans, 1900, peut-être un peu avant la guerre de 14. Elle paraît pas, hein. Non, mais elle était complètement restaurée, à l'américaine. Tout ce qui était abîmé, on a tout refait. D'accord, et on l'a aménagé un petit peu différemment pour qu'elle puisse satisfaire le public, comme ça tout le monde, il y a plusieurs familles qui peuvent prendre place et s'installer dans les fauteuils. Alors, Patrice, on en parlait aussi tout à l'heure, il y a les parents. Les parents, Marcel, Jean-Claude, ils sont en photo, justement. Voilà, ce sont mes parents dans la caisse du manège. On avait acheté un manège en Allemagne en 1968 et ça, on l'a exploité à partir de 69. On avait commencé à la foire de Grenoble. Ça a un peu changé notre vie parce que c'est un très bon manège, donc ça nous a donné un peu plus d'aisance. Ouais. D'ailleurs, sans ce manège-là, peut-être, je ne sais pas s'il y aurait une Nigloland en fait. Parce que ça a donné un départ à la famille. Un redépart, parce qu'on en a eu plusieurs. D'accord. Au cours des décennies et des siècles qui nous ont précédés. Et donc la vocation avec Philippe, elle naît sur la pêche à la ligne, c'est ça? Ça c'est notre première association. Ça c'est génial ça. Là Philippe il doit avoir 4 ans peut-être, et puis moi donc j'ai 6 ans de plus, j'ai 10 ans. Ouais. Ça c'était pour éviter, et là derrière on voit le stand de mes parents, c'était pour éviter qu'on traîne sur la foire. Comme ça on était occupés, on faisait notre petit jeu de pêche. Et ça veut dire qu'à l'époque, on faisait bosser les gamins? Enfin ils pouvaient quoi. Oui, mais chez les forains, ça marche. Ça pose pas de problème. Ça n'a jamais posé de problème. C'est dans les gènes. Ouais. On va peu à l'école, mais on apprend à travailler de bonne heure. Ça veut dire que quelque part, il y a une petite graine de Niglo qui naît sur cette photo, finalement. Bien sûr, ça c'est la première association. Donc, et on faisait payer les clients, on partageait la recette. Ouais. Donc elle n'était pas bien grosse parce qu'on travaillait à 1 franc là. Mais bon, voilà, ça nous payait peut-être le cinéma. Mais à tous les qu'on gagne. À tous les coups, on gagne, oui. Voilà, ça c'est bon ça. Là, c'est les premières attractions aussi de la famille ou quoi? Ça, c'est la maquette du Grand 8 de mon beau-père. Donc ça date du début des années 70. Et ici, le Gulli Gulli? Ça, c'est la maquette du manège de nos parents, ça. D'accord. On a exploité pendant 12 ou 13 ans sur les foires. Ok. Ça, c'est le manège de mon grand-père Gélis.
Donc ça date de 69, ça. Donc tout ça, ça se démontait, ça se remontait de ville en ville. Oui, bien sûr, voilà. nous à l'époque, ça c'est le manège de l'arrière-grand-père du grand-père de ma femme, Ok. Ça date du début des années 60. Ici le Mont Blanc. Et ça, c'est le manège que mon grand-père a eu après la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Et ici le Monster, le Voilà, monstre. Le monstre. On l'a en photo, là on a une grande photo. Le monstre du Loch Ness, c'était un manège Georges Chenille, on était à cheval sur le monstre. D'ailleurs, on a trouvé chez un collectionneur, ça on a assez ça dans une vente à Paris, il y avait une vente d'un collectionneur qui fabriquait lui-même ses maquettes. Et on a trouvé une partie, Oh la vache. parce que c'était plus grand. Vous voyez, on a trouvé une partie du monstre, parce qu'il y avait deux monstres. Mais vous voyez, c'était grand, le manège faisait 15-16 mètres de diamètre. Attendez, donc. mais c'est d'origine celui-là? Oui, on a trouvé ça chez un collectionneur. J'allais chercher des chevaux anciens en bois Ouais. pour changer quelques chevaux sur le manège qu'on exploite dans le musée. Et j'avais 2-3 chevaux qui étaient un peu pas en très bon état. J'ai dit plutôt que de les refaire, je vais en trouver des mieux. Et en fait, quand je suis rentré dans l'antre du collectionneur, j'ai vu ça. Donc là, j'ai eu des battements de cœur. C'est génial. Il me dit, mais c'est un monstre de Vos, de votre grand-père et tout. Je dis, non, c'est pas celui de mon grand-père, mais quand je l'ai vu, j'ai vu que c'était le monstre de mon grand-père. C'est clair, c'est Donc, clair. La négociation a été âpre, mais j'ai réussi quand même à l'acheter. Bon, ben c'est génial. Et puis alors, finalement, tout ça est venu à Nigloland. L'idée, elle vient de Jean-Claude, c'est ça? Ah ben c'est mon père qui avait eu l'idée en 1971 de faire un parc ici dans la propriété. Ouais. Mais Parce à que l'époque, voilà, nous, on propriété était- familiale nous, ici nous, à on est- Dolencourt, hein. On n'était pas mûrs du tout pour faire ça. Hein. Mon frère était tout jeune, en 71 il avait 12 ans. Moi j'avais 18 ans, 19 ans, donc j'étais pas mûr. Nous c'était les foires, les copains, la musique, les sorties dans les boîtes de nuit. On voulait pas venir sans terre, parce que là c'était nos quartiers d'hiver à Dolencourt. On grattait les bouts de fer, on réparait les planchers, on remettait le matériel en état pour la nouvelle saison. D'accord, Donc ça d'accord. n'avait pas une connotation chez nous, vacances et parc d'attractions ici. C'était plutôt un petit Attends, bagne. oui, mais c'est un petit bagne. Mais c'était pas un terrain vague non plus, c'était quoi, Ah non, mais là, verger ou autre Non, non, aussi là, non, c'était une propriété que mon grand-oncle avait achetée et en 1923. Donc on est ici depuis 1923. D'accord. Et mon ok. père a racheté la propriété parce qu'il y avait plusieurs ayants droit, donc mon père s'est arrangé, il a racheté la propriété. Mais c'était déjà une propriété aménagée. Mais Il y ça avait a des chutes d'eau, le cours d'eau était aménagé. D'accord. Il y est toujours, on a gardé l'infrastructure. Ouais. Et ça avait été planté avec des beaux hêtres, des platanes. C'était pas une forêt en végétation spontanée. Hein. Patrice, qu'est-ce qu'il faut imaginer là, il y a 35 ans, ici, là où on est? Il y a 35 ans. Il y avait un endroit là, juste ici, où il y a la locomotive. Là, c'était formidable pour la pêche. Je sais pas pourquoi, il devait y avoir un petit tourbillon. Tous les jours, on pêchait, on prenait une truite là. Ouais. Une truite portion. Donc on revenait le lendemain. Parce que dans les rivières, il y a des places pour les grosses truites, pour les moyennes truites, pour les petites truites. Ça, c'était une place de truite moyenne. Mais elle était réoccupée dès qu'on en prenait une. Hop, il y en avait une autre qui venait prendre la place. Le Donc trou ça, miraculeux. Le trou miraculeux. Mais il fallait 2-3 jours pour faire une friture. Mais C'est clair. là, en prenant un petit peu ailleurs, ici, on en prenait toujours une à tous les coups. Ça a pris combien de temps pour construire le parc en tout? Donc on a dit ouverture il y a 35 ans, mais ça a commencé On a avant. commencé les premiers travaux au mois de décembre, donc on a mis 1 an et demi. Un an et demi. Parce qu'on a ouvert au mois de juin, juste 1 an et demi. D'accord. Le train qui arrive, là, on le reverra en fin de séquence. Ça fait partie des premières attractions aussi? Oui, c'était la toute première La qu'on toute a mis en première. service. Toute la famille venait voir l'avancement des travaux, mais le train, on l'avait mis bien en avance. Et chaque fois qu'on avait un visiteur, un ami ou de la famille, hop, c'était la tradition, on faisait le tour du petit train. D'accord. Donc on a commencé à faire des tours de petits trains, oui, 1 an avant l'ouverture au moins. Ouais. Est-ce qu'il y a 35 ans, pour finir, il y a quelqu'un qui vous a dit Patrice, laissez tomber, ça marchera jamais à Nigloland, à Dolencourt? On avait beaucoup de copains qui nous l'ont dit, mais après coup, parce qu'ils ne voulaient pas nous décourager. D'accord. Mais nous, on n'a pas. Nous étions confiants, mes parents aussi, mon entourage proche était confiant. Donc on ne s'est jamais posé la question si ça ne marche pas. On peut toujours avoir un doute, parce que, comme je sais plus, disait un grand monseigneur, à quoi servirait la foi si on n'avait pas de doute. Mais on n'a jamais manqué
on n'a pas été hésitant. D'accord, ok. Bon, merci beaucoup pour ce petit panorama rapide. On retrouve Antonin pour la suite de la séquence, à toi de jouer. Alors Kevin, avec vous, on est devant le Noisette Express. Oui. On va le dire, c'est un peu l'attraction familiale de Nigloland. Exactement, c'est l'attraction vraiment préférée des familles. Il est là depuis 2 ans maintenant, il est arrivé en 2020. Et c'est l'attraction vraiment qui plaît aux plus petits. Elle est accessible depuis les 90 cm, donc c'est vraiment petit. Les adultes, les enfants peuvent monter. L'environnement est vraiment joli, donc ça plaît vraiment aux petits comme aux plus grands. Alors vous le disiez, c'est pour les parents et les enfants, mais si on est papa, moi j'ai pas encore la chance d'être papa, mais si je suis papa par exemple et que je monte avec mon fiston là-dedans, est-ce que j'ai peur ou est-ce que c'est plutôt tranquille? Non, c'est plutôt tranquille. Ça va pas très haut, ça va pas très vite. C'est quand même des petites sensations pour les enfants. C'est le début, c'est le premier grand 8 qu'ils vont faire peut-être dans leur vie. Donc non, c'est modéré, il n'y a pas de grandes sensations ici au Noisette Express. De manière générale, là on est un peu dans la zone familiale en plus de cette attraction. Oui, ouais, c'est le quartier vraiment dédié aux enfants, aux familles qui va s'agrandir dans quelques années. Il n'est pas terminé, il est en pleine réhabilitation. Et avant, il y avait la chenille qui a été remplacée. Je t'interromps juste, on parlait d'ambiance familiale. Bah voilà, exactement, on y est, on pouvait pas mieux. Est-ce qu'on peut lui demander comment elle s'appelle? Comment tu t'appelles? Bon, bah voilà. Exactement. Bon, on y est en tout cas. Donc ici, il y avait la chenille avant, qui est une ancienne attraction, qui commençait à être un petit peu ancienne, plus très agréable, plus très confortable. Donc le parc a fait appel à un autre constructeur et qui a acheté cette nouvelle attraction qui plaît et qui est beaucoup plus confortable pour les visiteurs. Je vois que vous avez aussi un talkie-walkie. Oui. Est-ce que ça veut dire que là, à tout moment pendant l'interview, il peut sonner? Exactement, il peut sonner à tout moment et on peut partir pour plein de missions différentes. Alors là, en ce moment, il fait très très chaud, donc on s'occupe au mieux des opérateurs sur les attractions. On leur amène de l'eau, on essaie de prendre soin d'eux parce que c'est pas facile pour tout le monde. Donc voilà, ça peut sonner. Il y a plein de missions possibles qui peuvent arriver. Oui. Donnez-moi un exemple de qu'est-ce qui pourrait arriver là qui fasse que le talkie-walkie sonne. On peut avoir un arrêt sur une attraction suite à une raison technique. Donc nous on va intervenir pour gérer la situation par rapport à la relation visiteur et puis la maintenance eux vont venir pour le côté technique et redémarrer l'attraction. Donc ça c'est les appels qu'on a les plus courants. Alors vous êtes aussi formateur. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est formateur à Nigloland? Formateur d'attraction à Nigloland. On accueille les nouveaux opérateurs, donc ça va être tout au long de l'année, mais surtout avant le début de la saison, donc au mois de mars. On a toute cette phase de recrutement et ensuite les formations, ça dure 15 jours à peu près. On forme 60 opérateurs sur les 40 attractions. Forcément, toute l'équipe n'est jamais là, il y a des jours de repos, il y a des roulements, donc il y a beaucoup de monde. On les forme pendant 15 jours sur l'accueil visiteur, le démarrage de l'attraction le matin. Tous les matins, ils ont des contrôles à faire et sur le fonctionnement en sécurité pour eux et pour les visiteurs. Et donc ça, c'est les personnes qui viennent ici travailler là, c'est quoi leur profil? Est-ce que c'est des personnes qui se reconvertissent ou est-ce que c'est des personnes qui ont toujours été fans de parcs d'attractions? On a un peu de tout, on a quelques fans de parcs d'attractions qui eux c'était leur rêve de travailler ici, c'est d'ailleurs le cas pour moi. Moi je suis un grand fan de parcs d'attractions. Donc on a ces profils là. On a également des personnes qui vont changer complètement de travail. Donc qui sont arrivés là pour le côté familial, être avec les visiteurs, qui aiment le relationnel, on est dans le divertissement, dans le loisir, donc les gens sont là pour s'amuser, ça peut changer de travailler ailleurs, ici ils trouvent ce côté plus sympa. Et puis beaucoup d'étudiants également, c'est pour leur job d'été, pendant les vacances, donc là on va pas tarder à avoir un nouvel arrivage d'étudiants pour renforcer les équipes pour juillet-août. Bon, merci Kevin en tout cas. Merci à vous. De nous avoir accordé un peu de temps. Nous de notre côté, on va aller retrouver ce bon vieux Willy. Alors ici, nous sommes dans l'atelier de Jeannot, une boutique souvenir à l'entrée du parc. Isabelle, bonjour. Bonjour. Jeannot, comme Jean-Claude Gélis? Oui, tout à fait. C'est ça. Le papa. De Patrice. Philippe et de Patrice. Voilà, qu'on a vu également tout à l'heure. Boutique, c'est le moment de rapporter le petit souvenir à la maison. Comment ça se passe justement? Tiens, par exemple ici, on a Niglotte. C'est facile de le fabriquer aujourd'hui, ça, ou non, pas? non, ça a été très très compliqué. En plus, c'est nos 35 ans. Oui. Donc, il a fallu faire les maquettes, faire des protos. Donc ça s'est fait ici, ça, à Dolencourt. Les maquettes, oui. Ouais. On a des excellents dessinateurs. Ouais. Donc, qui pas nous. énormément. Non, c'est pas moi. Et donc, on a rebrodé, on a mis tous les petits signes 35 ans. Les maquettes ont été envoyées pour les protos.
Les Ouais. poteaux sont arrivés. Quand ça ne nous convient pas, quand la qualité ne convient pas, la couleur, on renvoie. Ouais. Et Parce que tout ça, c'est fait où? Alors, concrètement, les fournisseurs aujourd'hui dans le monde, ils sont où? alors, on en a essentiellement en France. Ouais. Et Ok. après, les matières premières sont faites souvent, donc viennent de Portugal. On en a de France, mais essentiellement de Chine aussi pour les pluches. D'accord. Mais c'est quand même, grosso modo, du français, du Made in France finalement. Donc, conception Made in France. Oui, la conception. Oui, oui. D'accord. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on a généralement? Qu'est-ce qui fonctionne bien comme produit dans une boutique? Alors, le top du top, Ouais. c'est nos Niglo et Niglotte. Ah ouais. Alors ça, c'est vraiment le top. Niglo, hop, il est de l'autre côté. Où ça donc? Il est là. Ok. Donc l'un ne va pas sans l'autre, c'est ça? Voilà, le Ok. couple. Ok. Donc ça c'est le top. Couple adoré, ça c'est le top du top. Ok. Ok. Qu'est-ce Et qui de nous... tous les temps, depuis 35 ans, c'est la pluche qui est vraiment le top. Ah, génial. Les mugs aussi, la vaisselle, tout ça, ça fonctionne aussi ou Ça quoi? fonctionne très bien. Aussi, le textile fonctionne très bien. Ouais, ouais. T-shirt et compagnie. Tous les t-shirts, les teddy, toutes les nouveautés qu'on a faites, il n'y a pas de souci. D'accord. Il y a un petit truc à... Est-ce qu'il y a, je sais pas, quelque chose d'un petit peu ancien, un petit peu Oui, nous avons quelque chose qu'on a complètement oublié? l'une des premières tasses, L'une des premières tasses. alors que Ah oui, l'on je m'en vendait souviens. et les clients pouvaient l'acheter quand ils buvaient leur café. C'est ça, c'est ça. Ouais, Alors, je ouais. sais plus combien était le prix du café à l'époque. Alors là, impossible. Mais effectivement, alors tiens, j'ai une Et ça, collection. donc moi. les clients repartaient avec leur tasse. Donc Ok. ça, Et c'était vraiment le top du top. il y a quoi? Il y a 30 ans, Bah, 20 ans, 30 oui, ans, oui, oui, quelque chose comme presque ça. à l'ouverture du parc. Ah oui, effectivement. Donc il y a effectivement. des collectors. D'accord. Il y a des tendances aujourd'hui. Les nouveautés, c'est quoi? Est-ce que pour découvrir les nouveautés, est-ce qu'il faut aller partout dans le monde pour voir dans des salons professionnels et autres? Alors on fait des salons. Nos fournisseurs nous renseignent énormément, nous donnent la tendance actuelle et puis la tendance à venir surtout. Et puis on regarde tous les sites. Et puis après, donc on demande à notre clientèle savoir ce qu'ils veulent, Mhm. ce qu'ils ont envie de voir en boutique, ce qu'ils seraient susceptibles d'acheter. Et après, donc on essaie de concevoir les produits. Et on sait qu'est-ce qui peut venir dans les boutiques prochainement, dans les mois, dans les années Alors, qui dans les viennent? mois à venir, on a encore plein de produits 35 ans qui ne sont pas arrivés, dû à la conjoncture. ouais. Donc, on attend encore des beaux porte-clés, on attend encore des verres 35 ans. Ouais. Ok. Et des choses un petit peu plus différentes pour les années à venir. Je pense que ça commence à se préparer à mon Alors, avis. ça commence à se préparer de plus en plus. Là, actuellement, vu la conjoncture, vu le prix de l'affrètement, des matières premières, on essaie, On là, prend de à l'avance, l'heure quoi. actuelle, on prend de l'avance pour l'année prochaine. D'accord. En ok. temps normal, on commande au mois de novembre, décembre. Ouais. Mais là, on commence déjà au mois de juillet à commander. Ok. Et donc de la bière de Niglo également, c'est des fois Localement, localement faite. elle est Ok. faite à 2 km d'ici. Génial. Alors, on essaie au maximum d'essayer de faire des produits français et locaux. Ouais. Donc, on a la bière qui est faite à 2 km d'ici, brassée, et donc on a fait un super packaging. Ensuite, on a le miel et les savons Ah oui, qui aussi viennent- là-bas. oui, Ok. qui sont Super. magnifiques, Excellent. qui viennent de Troyes aussi. D'accord. Et on a toute notre petite boîte à gâteaux qui viennent de Lyon. Très bien. Et donc, on a fait travailler que des producteurs locaux. Génial. Donc Parfait. ça, et de plus en plus, on essaie. Bon, eh ben c'est génial. Merci beaucoup, Isabelle. Nous, pendant qu'on est dans un espace climatisé, je me demande bien où est-ce qu'on est Antonin, lui. Oh putain, ah ouais. On va découvrir le côté espace vert du parc. Regarde ça comme c'est beau. Et il y a Jérémy, justement. Jérémy, bonjour Jérémy. Bonjour, comment allez-vous? Comment ça va bien, Jérémy? Ça va très bien. Jérémy, qui bosse dans les espaces verts depuis... Je suis arrivé à Nigloland en 2013. En 2013, ok. Ce qui est vachement bien ici, Jérémy, c'est que on n'a pas l'impression d'être dans un parc d'attractions. Tiens, regarde, il y a le galion là, on est entouré d'attractions. C'est calme. Comment ça se fait? C'est la particularité Nigloland, c'est qu'on est très bien intégré dans le paysage. Même quand on arrive au parc, on observe quelques manèges, le donjon qui fait 100 mètres de haut, et tous les autres manèges sont intégrés. On est entre une forêt, une rivière naturelle, on est vraiment dans une vallée un peu enclavée. Et on est vraiment dans un super coin pour travailler. D'où l'intérêt à la fois pour les enfants de s'éclater, pour les personnes d'âge mûr, on va dire, d'être tranquille, parce que ça a plus une vocation de balade qu'autre chose, quoi. Hein. C'est vrai qu'on est conscient de ça. On s'attache aux détails parce qu'on sait que des gens viennent uniquement pour profiter du cadre. Ils adorent se mettre à l'ombre sous les grands arbres. Ils regardent les petits enfants s'amuser dans les manèges. Et pour eux, c'est ça, passer une bonne journée à Nigloland. Donc pour répondre à ça, on s'applique à soigner bien nos espaces verts, avoir des petits panneaux d'information,
pour intéresser tout le monde en fait. C'est vraiment un boulot incroyable à l'année. Il y a combien d'espèces ici dans le parc? On a calculé ça? On n'a pas calculé précisément, mais on sait qu'on va être autour de 500 espèces différentes. On a une diversité d'espèces végétales assez impressionnante et on a également une diversité d'espèces animales très impressionnante. Oui, parce qu'il y a des daims, il y a des chèvres, non? Il y a quoi? C'est ça. Alors ça, c'est des animaux que nous, on a rajoutés. Ouais. Mais on a énormément plein d'animaux sauvages qui vivent à Nigloland. Est-ce qu'il y a genre le triton qu'on n'a jamais vu ailleurs, qui ne vit que à Nigloland, le triton de Nigloland? Je ne sais pas s'il vit que à Nigloland, mais on a le triton de Nigloland. Le triton de Nigloland. Okay, même les gens super. intéressés par la biodiversité peuvent s'épanouir. On a énormément de choses à montrer. D'accord, ok. Pesticides, engrais, tout ça, non, il y a une démarche bio ici ou pas? On est vraiment dans une démarche où on veut suivre les mentalités changent. Aujourd'hui, on va essayer d'avoir un parc de plus en plus vert. On maintient des zones complètement nature, où on intervient le moins possible, on laisse faire la nature, parce que la nature fait plutôt bien les choses, donc autant s'en servir. Par exemple, là, on arrive dans une zone où c'est assez remarquable. On est à un parc où on peut profiter d'arbres centenaires. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Quand moi, j'interviens sur des arbres et je me dis qu'ils étaient là bien avant moi. Attends, ça veut dire que cet arbre-là... Pardon, monsieur, vas-y. Cet arbre-là, ils sont plus vieux que vous et moi, c'est ça, hein? Ça, c'est sûr. Quand on voit qu'on ne 100 peut pas leur ans? faire un Non. câlin, alors on ne peut pas estimer comme ça. Mais un jour, on saura et on vous dira. Je me souviens, ça avait un peu morflé à la tempête du siècle en 99, vous n'étiez pas là. Mais il n'y a aucun stigmate aujourd'hui, en tout cas. Hein. Il n'y a aucun stigmate, si ce n'est qu'il y a des petites histoires que je raconte de temps en temps. Le portail qu'on a tout au bout de l'allée là-bas, il a été créé par ce platane qui est tombé pendant la tempête. Ah oui, d'accord, ok. Et l'âme des patrons du parc, c'est de se dire, ok, on a perdu un arbre, et ben en fait, on n'a pas perdu un arbre. On va le relever, on va lui sauver la vie. Et aujourd'hui, on voit qu'il est encore énorme. C'est pour ça qu'il y a des étals encore aujourd'hui. D'accord. C'est cet arbre qui a créé l'ouverture qu'on a droit devant nous, qui nous sert tous les jours pour aller aux ateliers techniques. D'accord. Finalement, c'est un job de rêve ici, Jérémy, pour celui qui aime les espaces verts. C'est ça. Moi, j'aime bien dire que c'est un super terrain de jeu et on peut que s'épanouir. Ok, bon ben c'est parfait. En parlant de terrain de jeu, je me demande bien où on est Antonin en ce moment. En tout cas, Willy, je leur souhaite bien du courage parce que l'Alpina Park, je viens de le faire et honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et d'ailleurs, je vais glisser à nos téléspectateurs que Willy n'a pas eu le courage de monter avec moi. Ça, c'est dit. Willy, aujourd'hui, maintenant, on est avec Philippe. Philippe, c'est le directeur technique de Nigloland. Oui, tout à fait. Parlez-nous un peu de cette attraction. Bon, c'est une attraction qui est arrivée en 2014. C'est un coaster qui vient d'Allemagne. Cette attraction, quand elle est arrivée ici, l'objectif c'était d'avoir un coaster spectaculaire, mais accessible à nos visiteurs familiaux. Donc en fait, c'est un coaster qui fait 713 mètres de longueur, qui culmine à 33 mètres, qui dès la première descente atteint une vitesse de 100 km/h et un effort sur les sièges de 4G. Et on va réussir à faire l'attraction jusqu'à 4 airtime. Donc c'est des zones de parcours où vous êtes totalement soulagé du siège. On a les pieds un peu suspendus, qui ne touchent pas le sol. Ça, c'était une volonté de votre part? Alors c'est une volonté. En réalité, le coaster nous a plu parce qu'il était vraiment spectaculaire. On a été le visiter dans un parc à l'étranger avant de l'acquérir. Et il est évident que ce type de conception avec un harnais extrêmement large, où on est uniquement tenu par la taille et les pieds dans le vide, ça contribue à améliorer la sensation. Est-ce que mettre en place ce genre d'attraction dans un parc, c'est ce qu'il y a de plus compliqué parce que c'est très volumineux? Alors évidemment, là où c'est compliqué, c'est qu'il faut toujours trouver la place. Un parc, c'est quand même limité par des limites physiques et que plus on met des coasters de grande taille, plus il est difficile de trouver la meilleure géométrie, la meilleure configuration pour justement optimiser les effets, garder un esthétisme extérieur important et qu'à l'intérieur, ce soit vraiment spectaculaire. Est-ce que vous pouvez nous montrer un peu l'envers du décor? Aucun problème, suivez-moi. Alors là-bas, on s'amuse, ici, on travaille. Comment ça se passe? Ça vient d'où par exemple ça? Comment on achemine ici dans l'Aube une attraction pareille? Ça vient de l'étranger? Alors celle-ci en l'occurrence, elle vient d'Allemagne, la Waldkirch, une entreprise, une grosse compagnie Mack qui est peut-être leader en Europe des gros roller coasters, en tout cas de cette qualité-là.
Elle a été construite donc à l'usine là-bas. Elle est venue par camion, évidemment. À l'époque, je ne sais plus combien il y avait de camions qui y venaient, mais on va dire que sur un transport, on peut mettre peut-être 3 à 4 rails. Et puis, ça fait beaucoup de transport. Les pylônes prennent aussi beaucoup de place. Donc, ça fait beaucoup de transport. On a mis, je pense, quasiment 2 mois à l'assembler, à la monter. Et puis ensuite, les trains arrivent de manière en pièces, démontés les uns côté des autres. Et on a juste à les assembler et les mettre sur le parcours. Philippe, qui dit parc d'attractions dit forcément sécurité. C'est quoi votre routine quotidienne pour vous assurer qu'il n'y aura pas d'incident? Alors la routine, elle est multiple. La première des routines, c'est le fait qu'on a des contrôles réglementaires qu'on doit exécuter tous les ans avec des organismes agréés. Okay. Donc ça, c'est fait dans les périodes hivernales. Pour le reste du temps, c'est une veille permanente où on a les opérateurs qui tous les matins font des contrôles visuels. On va appeler ça de la maintenance premier niveau. Et ensuite, on a des techniciens qui viennent prendre le relais et faire des tests techniques. On teste les harnais, on teste les freins, on teste toutes ces choses-là qui sont là justement pour contribuer à améliorer la sécurité du coaster. On le voit, ce genre d'attraction, c'est très volumineux. Est-ce que ça veut dire que ça va être compliqué dans les années à venir d'en voir d'autres dans ce style ici à Nigloland? Alors je vous dirais presque non, parce que quand on ne peut pas s'étendre, on peut monter. Ça, c'est un peu la théorie. En réalité, évidemment, qu'on ne peut pas installer des coasters comme ça tous les ans. Parce qu'à un moment donné, il faut trouver du foncier, il faut avancer, pas évident. Maintenant, je pense que le catalogue d'attractions est tellement fourni qu'on arrivera toujours à trouver des solutions pour satisfaire la clientèle. Dernière question, Philippe, est-ce que celle-là, vous la faites les mains en l'air, les yeux fermés, ou vous continuez d'avoir peur? Alors bon, je suis un peu habitué parce qu'avoir fait tellement de coasters dans le monde qu'à force on est un peu aguerri. Néanmoins, le premier tour, quand j'ai testé celle-ci, le premier tour je l'ai fait, il devait être minuit, en février, forcément il y a de l'appréhension. On ne connaît pas, un peu comme vous quand vous montez dedans aujourd'hui. Après évidemment, on le fait tellement régulièrement pour le plaisir, pour contrôler, que maintenant ça se passe très facilement. Mon collègue Willy, il n'a pas osé venir. C'est quoi le message que vous voulez lui faire passer là? Il vous regarde. Alors Willy, vraiment, ça ne m'étonne pas. Quand on en parle comme ça auprès d'un café, tu dis toujours que tu fais tout. En réalité, sur le terrain, je vois que tu es un petit peu moins fier. Donc j'aimerais bien te voir monter dedans. On monte tous les deux devant. On va le faire ensemble. Tu verras, ça va passer comme une entrée à la poste. Ah ben... Eh ben, ça tombe bien, on est à la laverie, dans le vestiaire de Niglo et Niglotte. Et il y a, alors, Niglotte, évidemment. Et puis Noël, bonjour Noël. Bonjour monsieur. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, on est dans le vestiaire de Niglo et Niglotte. Alors, plus que le vestiaire de Niglo Niglotte, nous sommes à la laverie. Ici, nous allons retrouver tous les costumes pour le personnel. Et nous avons également le vestiaire, une partie du vestiaire de Niglo et Niglotte. Parce que à chaque quartier, il y a un costume propre, c'est ça? Ah, tout à fait. Nous avons plusieurs quartiers. Nous avons le quartier canadien, nous avons le quartier rock'n'roll, nous avons le quartier suisse. Quartier rock'n'roll, du coup, j'ai une banane dans le quartier rock'n'roll? Oui, non. On a un calot. Ça s'appelle pas une banane, un calot, tout à fait. D'accord, ok. Il y a des éléments dans la tenue vestimentaire de chaque Niglo's Members, entre guillemets, comme on les appelle, qu'il faut respecter. Genre, tiens, moi je suis avec des baskets, faut pas de baskets. Si. Non, c'est pas possible. Effectivement, on a la charte vestimentaire que les employés doivent conserver. Le choix des costumes se fait par rapport aux attractions, par rapport au thème. On essaye d'être en accord avec le thème de l'attraction. Et effectivement, il y a la tenue à respecter avec les accessoires. Là, en l'occurrence, les baskets ne seraient pas acceptées. Chaussures noires obligatoires, petites chaussures de ville. Voilà, mais bon, moi je peux pas bosser. Vous ne pourriez pas travailler ici. Et avec ça, je bosse au Monaco. Alors ici, vous travaillez au Grand Prix. D'accord. L'attraction le Grand Prix. Ici, vous allez travailler à l'air meeting avec les combinaisons de pilotes. Okay. Par exemple, cette tenue, vous allez travailler au quartier suisse. Avec bien sûr les accessoires, on a le petit chapeau, nous avons les foulards et les employés doivent respecter bien sûr le port des accessoires. Il y a combien de costumes ici alors du coup? Oh, je ne connais pas le nombre de costumes, il y en a énormément puisque dans chaque costume, on a de la taille 34 à 52 pour la femme et de la taille 38 à 54 pour l'homme. On parle beaucoup de difficultés de recrutement un petit peu dans différents secteurs. C'est la même chose à Nigloland ou pas? Oui, effectivement, on a eu des vraies difficultés de recrutement en début de saison avec les saisonniers.
Là, on est plus serein puisqu'on va avoir l'arrivée des étudiants qui vont arriver pour juillet-août. D'accord, ok. On voit Niglotte là qui fait son boulot justement, enfin qui file un coup de main à la laverie. Voilà. Toujours, tous les matins, elle file un coup de main à la laverie. Là, elle est en train de préparer son costume pour aller défiler auprès du public. Ok, on voit que c'est son costume de fête de 35 ans. Est-ce que le costume a évolué en 35 ans justement? Oui, avant le costume, Niglotte faisait plus nounours. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus actuelle. Elle est assez exigeante. Elle a voulu cette année pour les 35 ans des petits strass, des galons. Elle est belle, plutôt elle est coquette, belle. Niglotte. Elle est très Et belle, Niglotte. voilà, le costume a bien évolué en 35 ans. Ah ben c'est cool, c'est cool. Et il y a 35 ans, il ressemblait à quoi son costume alors? Alors, beaucoup plus nounours. Ah bah le voilà. Je vais vous le présenter. Ah ben, Nous avions... c'est Niglotte d'il y a 35 ans? C'était la première Niglotte, une des premières Niglottes, D'accord. effectivement. Ah ben ouais. Euh, Salut Niglotte. Cette Niglotte se trouvait à la salle de jeu. D'accord, ok, très bien. Ah ben effectivement, ça a pas mal changé. Effectivement. Elle a bien évolué. On peut mettre les deux côte à côte. Eh, messieurs, dames, il y a 35 ans qui les séparent. Reviens Niglotte, reviens Niglotte. Il y a 35 ans qui séparent ces deux costumes. Il y a 35 ans et aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup Noël, merci beaucoup les filles, en tout cas pour la démonstration. On va du coup continuer un petit peu l'exploration du parc. Antonin. Bon Willy, je sais pas toi, mais moi je commence à avoir un peu faim et ça tombe bien parce que là je suis avec Marine qui est la responsable restauration. Marine, qu'est-ce qu'on mange ce midi à Nigloland? Alors, il est possible d'avoir 8 restaurants thématiques. On peut aussi bien manger à la pizzeria, au Niglo Grill, au Canada Bar, la crêperie canadienne, mais aussi la taverne, la raclette. Comment ça se passe? Comment on fait manger des milliers de personnes en même temps? C'est quoi votre organisation? Alors, notre organisation, c'est que la plupart des marchandises déjà et des matières premières sont traitées à l'arrivée. Et ensuite, on dispatche dans les restaurants. Et la plupart des plats sont préparés dans chacun des points de vente avec les ressources humaines que l'on met en face des besoins. J'imagine qu'il y a du local. Comment ça se passe? Est-ce que par exemple, je peux m'envoyer une andouillette de 3? Évidemment, c'est la volonté de la famille Gélis depuis 35 ans, c'est la volonté d'hier et c'est évidemment la volonté de demain. C'est complètement dans l'air du temps et c'est un vrai souhait d'axer sur la proximité des produits et de travailler sur du circuit court. Comment ça se passe? Comment on achemine toute la nourriture le matin? Tout se passe en fait dès, je sais pas, 3-4 heures du matin? Non, pas si tôt. Mais en tout cas, au moins à partir de 7h du matin, où on a des équipes qui arrivent, aussi bien à l'arrivée, à la réception des marchandises pour traiter avec la réception des fournisseurs. Et ensuite, chaque point de vente effectue son bon de commande la veille. Et du coup, toutes les marchandises sont acheminées chaque jour dans les points de vente. Bon bah merci Marine, Willy, tu l'as entendu, pizza, frites, andouillettes, t'as l'embarras du choix. Anthony, bonjour. Bonjour. Comment ça va bien? Bien, ça va bien. On est à l'hôtel des Pirates ici. Nigloland sans l'hôtel des Pirates, c'est pas Nigloland? Bah, c'est plus Nigloland. C'est plus Nigloland. Ça a commencé sans l'hôtel des Pirates. Mais Ouais. Qu'est-ce que ça a apporté l'hôtel des Pirates à Niglo? ça a transformé Nigloland d'endroit de passage à endroit de séjour en fait. C'est devenu une destination Nigloland. Durée de séjour, du coup les gens ils passent généralement quoi? Une nuit, 2 nuits? Ils parfois passent plus en général une nuit à Nigloland, mais ils rayonnent dans la région les jours d'avant ou les jours d'après. D'accord. Qui c'est qui a donné cette impulsion d'hôtel des Pirates? C'est l'idée. Le thème. Le thème, c'est né dans la tête des frères Gélis. D'accord. Voilà. C'est eux les créateurs, les fondateurs, les têtes pensantes du parc. On vous appelle le pirate de Nigloland, Anthony Carré, est-ce que c'est vrai? Ouais, je ne sais pas, ça, on me le dit pas. Mais... D'accord. Non, le vrai pirate, c'est Niglo Pirate. D'accord, Niglo Pirate. Il y a un restaurant très réputé, la partie restauration est très réputée. Comment on construit une telle réputation? En 2005, quand on a ouvert, c'était une nouvelle offre dans le secteur de buffet à volonté, donc fait maison avec des produits de qualité, de plus en plus des produits de région. Et donc on a su maintenir cette offre et puis la faire progresser pour la rendre incontournable dans la région pour les clients de l'hôtel et aussi les clients de passage qui aiment bien nous rendre visite. On a combien de chambres ici à l'hôtel? 30 chambres. 30 chambres, ok. Et c'est pas ouvert à l'année. Ça paraît tout à fait étonnant. Alors, est-ce qu'il y a un projet d'ouvrir à l'année ou quoi? Pas pour le moment, mais l'hôtel est ouvert de début mars à fin décembre, juste avant les vacances, pour des événements, des choses privées, des événements privés, d'entreprise. Et
Et l'hiver, oui, on est fermé parce que l'hiver, ça nous permet de faire les travaux, l'entretien. Et puis, on n'est pas dans un secteur où c'est facile de travailler janvier, février. Ça fait longtemps, moi, que j'entends parler d'un hôtel des fées, d'hébergement en bungalow et autres. Est-ce qu'il y a des projets? Où est-ce que ça en est, tous ces projets-là? Alors, les projets, on a toujours des projets à Nigloland, c'est bien connu. Avec les années Covid, ça a été un peu c'était un peu compliqué pour tout le monde. Mais il y a un projet, voilà, mais je ne peux pas en dire plus. On aurait bientôt des nouvelles, mais il y a une équipe d'architectes qui planche sur le sujet, qui travaille sur un vrai projet. Histoire d'étendre un petit peu l'offre hôtelière de Nigloland. D'étendre l'offre, tout à fait. Et ça fait quoi de bosser dans les Caraïbes tous les jours? C'est pas mal. Il manque un peu la mer, mais on a le Landion, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Merci beaucoup, Anthony. On continue la visite, Antonin? Bon, Willy, on termine notre petit tour avec le directeur des lieux, Rodolphe. Rodolphe, ce petit tour de train, est-ce que vous le faites tous les jours? Je le fais très souvent, je le faisais moins, mais depuis que j'ai une fille de 2 ans, voilà, c'est son attraction préférée. Elle a très bon goût. On a combien de minutes devant nous là pour faire le bilan? On a une dizaine de minutes. Bon, on a une dizaine de minutes. Racontez-nous un peu sur ce lieu, l'histoire de ce lieu. Pourquoi c'était important d'avoir ce petit tour de Nigloland en petit train? Déjà parce que c'est la première attraction qui a été installée et ouverte en 1987. Et puis après, on veut dire que c'était un super moyen pour les visiteurs à l'époque de découvrir Nigloland, ce que c'était, parce que vous voyez, juste autour de nous, on ne voit pas l'attraction, c'est vraiment, on est enclavé dans la nature avec la rivière à côté. C'était une manière différente de découvrir le parc. Bon, là on pourrait croire que votre quotidien c'est à la cool, mais j'imagine que pas du tout. C'est quoi le quotidien d'un directeur de parc d'attractions? Directeur de parc d'attractions, il fait plein de choses, dont des interviews, il fait beaucoup de gestion, donc c'est du staff, c'est aussi la gestion financière, c'est de la stratégie, c'est piloter les équipes, c'est donner les grands axes, les lignes sur au jour le jour jusqu'à plusieurs années sur les projets. Donc c'est très 360 diriger un parc d'attractions. On sort d'années compliquées avec la crise sanitaire, le Covid. Vous, ça vous a impacté tout ça, j'imagine? Ça nous a impacté en 2020 lors de la réouverture après le Covid. On a fait moins 50% de visiteurs, donc moitié moins, c'était un énorme impact sur le parc. 2021, ça a été toujours un peu compliqué, mais c'est revenu un petit peu à la normale. Et cette année, on sent que c'est supérieur. En fait. C'est que les gens, il y a une sorte de revanche, il y avait une dette de tourisme. Donc voilà, ils viennent en force. C'est plutôt très bien pour nous. Est-ce que vous avez profité de ces moments-là pour, je sais pas, faire des travaux, changer certaines choses? Pendant le Covid, on a dû choisir ou non de continuer les travaux du Campus. L'expédition, c'est ce qu'on a fait. On l'a ouvert, c'était un vrai coup de poker d'ouvrir cette attraction. Soit dit en passant, Campus très sympa. J'ai eu l'occasion de le faire, très sympa. C'est pas trop mouillé, ça va? Non, j'ai séché. Mais pendant le confinement, on a eu le temps de peaufiner l'attraction Campus. On a eu beaucoup de rénovations d'attractions, on en a profité, les montgolfières, les hérissons, beaucoup de choses dans le parc ont été faites. Donc on s'est pas reposé, on a beaucoup bossé, on s'est dit tant qu'à faire que le parc est fermé, que le staff est là, on va aller à fond pour que quand on réouvre, dans des conditions on va dire normales, le parc soit encore mieux et transformé par rapport aux visiteurs d'un coup. Vous, c'est quoi votre objectif ici? C'est de rendre ce parc le plus familial possible, accessible à tous? Racontez-nous. En fait, on est toujours dans l'optique du mieux. On veut que les gens passent la meilleure journée, avec les meilleures attractions, qu'ils mangent des aliments locaux, qui ont du goût. En fait, on veut vraiment que ce soit presque parfait. On ne pourra jamais l'être, mais on veut que les jardins soient parfaits, que le confort soit parfait, que l'accessibilité soit parfaite. Donc c'est une remise quotidienne en question pour toutes les équipes. En fait. C'est ça qui est incroyable. C'est fascinant. Vous parliez des aliments locaux. On a eu la chance de parler avec Marine tout à l'heure. Vous devez la connaître, responsable restauration. Je ne vous l'apprends pas évidemment. Elle nous parlait justement de ce côté local. Ça, c'est quelque chose qui est important pour vous? C'est important et c'est dans nos gènes depuis 1987. La quasi-totalité de la viande qui est consommée sur le parc vient aux alentours de Brienne-le-Château ou de Troyes. C'est pas, on va dire, un flavor zoïque, c'est pas parce que c'est la mode, c'est parce que ça a toujours été ancré chez nous. Mais là, on veut vraiment passer l'étape supérieure avec, ressourcer beaucoup plus de choses, beaucoup plus proches de chez nous. Voilà, donc ça, pareil, c'est un travail de tous les jours, un travail de recherche.
Mais voilà, on s'affaire à ça. C'est un respect pour nos clients, c'est un respect pour aussi les fournisseurs et c'est un respect aussi écologique avant tout. Bon, Nigloland, c'est aussi une histoire familiale, on va pas se le cacher. Racontez-nous un peu cette histoire familiale alors de père en fils. Voilà, c'est mon père et mon oncle qui ont créé le parc en 1987. Ils étaient forains, donc itinérants avec leur caravane, ils allaient de ville en ville avec leur manège. Et un jour, après un voyage aux États-Unis au début des années 80, ils se sont dit ça serait bien de faire une fête foraine, mais sur place qui ne bouge plus. Et surtout, c'était un coup de poker en 1987 de le faire en plein milieu des bois, loin des villes, alors qu'à l'époque tout le monde allait s'urbaniser dans les métropoles. Voilà, c'était une aventure humaine, ils n'avaient pas de moyens, donc le parc a grandi au fur et à mesure petit à petit. Maintenant, il commence à avoir une taille considérable. Ça qui est intéressant, c'est que moi je l'ai vu grandir. Maintenant, je reprends les rênes du parc avec les autres personnes de ma famille. Et c'est incroyable de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Nous, on est dans l'entertainment, dans l'amusement depuis plus de 250 ans. Avant, on était forains, avant, on faisait du cirque, avant, on faisait du théâtre. Donc, c'était. On a toujours amusé les gens, de manière un petit peu différente. Mais c'est ça qui est assez intéressant chez nous. Et le petit Rodolphe, quand il avait 4-5 ans et qu'il venait ici, qu'est-ce qui le faisait rêver? Tout, moi je kiffais, j'ai eu la plus belle jeunesse de toutes les jeunesses du monde. Parce que déjà, passer son enfance dans le parc, c'est formidable. Le soir, quand je rentrais de l'école, je ne faisais jamais mes devoirs, j'allais manger des gaufres, des crêpes, j'allais faire des attractions, j'étais heureux. Et mon père, vu qu'on était en plein développement du parc, il m'emmenait toujours à droite à gauche, n'importe où dans le monde pour essayer des attractions. Donc j'étais son cobaye, mais c'est un super métier. Et aujourd'hui, quand vous venez chaque matin, est-ce que vous avez encore, on va dire, des étoiles dans les yeux? C'est mon moment préféré le matin. J'arrive et on voit le parc qui est tout propre, fraîchement lavé, ou la rosée du matin, le staff qui commence à courir à droite à gauche pour préparer les restaurants, qui fait les livraisons, qui nettoie les allées du parc, qui allume la musique, qui démarre les lumières, les dernières petites touches avant d'accueillir le premier visiteur. C'est le meilleur moment, ça sent bon, ça sent les fleurs, ça sent l'eau de la rivière, c'est magnifique. Toute profession confondue, c'est combien de personnes mobilisées ici chaque jour? Dans le parc, on est environ 400 salariés et on va dire en emploi indirect, ça doit faire à peu près un peu plus de 1000 personnes. Avec toutes les entreprises autour qui bossent pour Nigloland, tous les fournisseurs, donc ça fait du monde. Est-ce qu'il y a la possibilité de dormir sur place? Ouais, on a un super hôtel, l'hôtel des Pirates, qui accueille entre 100 et 120 personnes par jour avec 30 chambres. C'est un super complément d'activité et ça permet d'offrir aux visiteurs une expérience parc d'attraction, mais dans un hôtel, c'est un peu différent. On le disait, c'est une histoire familiale. Et vous me parliez de votre fille tout à l'heure. Apparemment, elle est fan de ce petit train. Est-ce que elle vous parle régulièrement de ce lieu? Est-ce qu'elle vient souvent? J'imagine que oui. Ce matin, en l'emmenant à la crèche, elle m'a dit papa, quand est-ce qu'on va faire des tours de manège? Donc voilà, elle est fan de cette attraction, elle adore le parc et elle réclame toujours de venir ici, donc c'est bon signe. On arrive sur la fin, là, si je ne me trompe pas. J'ai une dernière question. Là, cette année, en 2022, on fête les 35 ans de Nigloland. Qu'est-ce que ce sera ce parc dans 35 ans? Très très bonne question. Je pense qu'il y aura un développement continu, comme vous avez pu le voir les 35 dernières années, des nouvelles attractions, des nouveaux restaurants. Je pense qu'il y aura évidemment beaucoup plus d'offres d'hébergement complètement différentes, peut-être des hôtels, peut-être des choses un petit peu plus insolites. Voilà, peut-être un deuxième parc, peut-être un troisième, je sais pas. On verra peut-être. Merci Rodolphe. Alors Antonin, comment c'était? Magique. Et toi? Ça, pas mal. J'ai vu que tu t'étais quand même amusé un petit peu. Pas hyper serein, je te connais pas. Bon, c'était top en tout cas. C'était super. On espère que vous en avez bien profité, que vous en savez encore un peu plus sur les coulisses et les secrets de Nigloland. À très vite pour de nouvelles aventures. À plus.